Bonjour à toutes et à tous. On va parler de changement climatique et anthropocène, et avec un angle d'attaque, un peu un fil directeur qui est responsabilité politique des chercheurs, chercheuses. Je vais pas attaquer le sujet frontalement, ça va être un peu dans toute la présentation. L'idée, c'est de travailler en 3 temps. Ok. Donc, des temps assez courts où moi je vais parler pendant une vingtaine de minutes, comme ça, sans trop vous fatiguer. On prendra 10 minutes entre chaque temps de 20 minutes pour que vous puissiez poser des questions, plutôt de clarification, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, des choses qui ne sont pas claires, sans rentrer tout de suite dans la discussion un peu plus large, quoi. Pendant ces temps-là, l'idée c'est que vous puissiez aussi vous lever, aller aux toilettes, faire une pause si vous êtes fatigué, que vous en avez marre de m'écouter, d'être avec tout ce monde-là. Et ensuite, à la fin, on prendra un temps plus long, pour une discussion un peu plus libre. Alors, avant de commencer, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones portables. Bon, alors, pour commencer, c'est pas moi qui vais travailler. Vous allez vous lever, moi je vais me mettre à votre place dans les gradins, et puis vous allez toutes et tous descendre sur scène. Et alors, je veux, s'il vous plaît, une file au fond. On va mettre les non-lycéens, donc 18 plus, enfin adultes, quoi. Au milieu, plutôt les lycéens, qui va être le groupe le plus important. Et puis devant, collégiens, collégiennes. On peut faire ça sur scène. Je vous en prie. Peut-être que je vous ai déjà trop fait travailler, mais est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui. Alors, pardon, j'ai oublié de préciser, mais je prends des questions, mais je vais pas y répondre tout de suite. Ah bon? C'est juste pour des questions. Mais Je pars pas. donc, la question là, c'était la signification de l'anthropocène. Bon, ça tombe bien, on va en parler. En première partie, je vous propose déjà de me présenter, parce que je ne me suis pas présenté. C'est le premier bloc de 20 minutes. Puis après, on me posera des questions. Je pense que ça peut être intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que du coup, ça retrace un peu mon parcours. Et puis, vous allez voir qu'on va voir un petit peu les cheminements, etc. La présentation, je l'ai pas forcément adaptée. C'est-à-dire, ce que vous allez voir là, c'est une présentation assez typique de ce que je peux faire auprès de collègues. Par exemple, quand par exemple, j'ai été recruté moi en tant qu'ingénieur de recherche l'année dernière, en mars 2025, et à l'assemblée générale du laboratoire de décembre, et je me suis présenté. Voilà. J'étais une nouvelle recrue, quoi. Et du coup, j'ai à peu près fait les mêmes planches, quoi. Quand je vais dans un laboratoire de recherche, par exemple à Berlin, pareil, je me présente. Et c'est un peu de cette façon-là que je le fais. Alors, du coup, bon, je m'appelle Johan, c'était sur la slide d'avant, et bon, j'ai été élève au lycée Déodat Séverac. C'était il y a 13 ans. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur de recherche euh, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de météorologie dynamique. Je fais partie d'un centre, où là il y a un chiffre qui devrait être là, d'un centre qui veut fédérer différentes disciplines pour travailler sur les thématiques de l'énergie et du climat. Ça s'appelle E4C, Energy for Climate. Mon laboratoire, il fait partie d'une autre fédération de laboratoires, genre des laboratoires qui se rassemblent entre eux.
parce qu'ils travaillent sur un truc commun, qui est le climat. Et cette fédération de laboratoire, elle s'appelle l'IPSL, pour Institut Pierre-Simon Laplace. Vous, ça vous parle pas. Au bout d'un moment, ça finit par vous parler. En gros, c'est les laboratoires qui travaillent sur la question du climat en région Île-de-France. Il y a d'autres laboratoires de recherche. Un laboratoire, c'est vraiment des bureaux, hein. Enfin, ça dépend ce que vous faites, mais ça peut être des bureaux. Donc un laboratoire de recherche, il y en a aussi à Toulouse, un gros regroupement, etc. Moi, c'est en Île-de-France. Et puis mon employeur, c'est l'école polytechnique. Voilà. Je suis salarié de l'école polytechnique. Et alors, quand je me présente, je dis toujours que je viens de cette région-là. J'essaie de rester un peu vague, mais bon, c'est parce qu'en fait, c'est pas une revendication politique, hein, attention. Mais cette carte est intéressante, hein, parce que si vous y réfléchissez 2 secondes, selon que vous ayez grandi ici, là, 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 l'Ukraine, par là, là, là. Palestine ici. Enfin, c'est des vies complètement différentes a priori. Et c'est pas, on n'est même pas dans le monde entier là. Ça, bref. Et ensuite, moi après avoir fait mon lycée ici, je suis parti m'exiler vers dans le nord, à Lyon, où j'ai fait une prépa plutôt SVT. Je sais pas si vous connaissez un petit peu tous ces trucs. Enfin BCPST à l'époque. Non, les choses changent un peu de nom, mais voilà. Donc prépa au lycée du Parc, puis ensuite j'ai intégré donc une grande école, mais c'est une sorte de grande école qui ressemble beaucoup à une université en fait. Ça s'appelle l'ENS de Lyon. Et là j'ai fait de la géologie, des sciences de la Terre. Moi en première, je savais pas que ça existait ça. Ça encore moins. Ça, même en prépa, je savais pas que ça existait, pour vous dire. Voilà. Donc, alors, peut-être un préavis. Vous allez peut-être voir des figures un peu compliquées comme celle-là, qui vont vous faire peur, etc., etc. Le but de toute cette intervention, c'est pas, c'est pas tant de montrer des résultats de recherche très élégants ou de vous expliquer dans le détail comment on modélise, comment on pense un certain sujet pour répondre à certaines questions, mais plutôt de brosser un tableau un peu large, quoi. Que vous ayez un peu une vision d'ensemble et que si il y a des trucs qui vous ont intéressé, vous puissiez creuser plus loin. Soit en demandant directement, soit en recherchant par vous-même, etc., etc. Donc en gros, ici, là, c'est juste pour vous montrer qu'avant de travailler sur les questions de climat et d'économie, d'énergie, sur lesquelles je travaille maintenant, dès que j'ai commencé à avoir un peu de bagage d'études, donc j'ai commencé à faire des stages, etc. Et en fait, j'ai commencé par travailler sur des trucs qui étaient en lien avec les sciences de la Terre. Et ici, c'était travailler, par exemple, sur ce qu'on appelle le stockage de CO2 dans le sous-sol. Ça paraît un peu fou, je sais pas. Mais vous le savez peut-être pas, mais en gros, le sous-sol, quoi, sous nos pieds, quoi, on a 30 km à peu près d'un truc qui est assez plus ou moins uniforme, ce qu'on appelle la croûte terrestre. Et en fait, si on creuse sur, mettons, le trou le plus profond qu'on ait jamais fait, en URSS, c'était 11 km, ouais, sur les 30. Mais déjà, si on creuse à 1 ou 3 km, c'est déjà pas mal. Et puis en fait, souvent, les roches qu'on a dessous, c'est un peu plus comme une éponge, quoi, plus qu'un truc hyper compact. Bref. Et du coup, moi j'ai travaillé, c'est de là que vient le pétrole et le gaz, hein. Et puis, il y a des gens qui ont des idées de stocker le CO2 qu'on émet, puis de le réinjecter là-dedans. Et puis, moi je regardais un petit peu ce qui se passait, parce qu'en fait, il y a des bactéries qu'on retrouve à la surface, enfin, c'est la même famille que celles qu'on retrouve à la surface ici,
que vous voyez au microscope là, qui peuvent grandir en fait dans ces espèces de roches éponges, quoi. Voilà. Donc c'est le genre de truc sur lequel j'ai pu travailler. Alors quand on travaille en recherche, on communique ce qu'on a fait et ce qu'on a trouvé à nos pairs, P-A-I-R, nos collègues. Et puis ça peut prendre la forme d'un poster, comme ici. On va dans une conférence, on affiche notre poster, puis on reste devant. Puis, quand quelqu'un est intéressé, on explique. Et puis après, moi quand même j'avais envie, je n'étais pas tout à fait satisfait de la discipline sciences de la Terre par rapport à mes aspirations personnelles. Et du coup, j'avais envie de m'orienter un peu plus vers des choses euh, ou vers des disciplines scientifiques qui touchaient à la société directement, dont l'économie est une d'entre elles. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma thèse, une thèse de doctorat. Donc, au même laboratoire où je travaille maintenant, dont vous voyez la page de couverture ici. Vous voyez le titre, hein, il est assez long. L'autre jour, en faisant la présentation à mon laboratoire, je me suis rendu compte qu'il était très long. Parce que si j'essaie de le lire, c'est très très long. Mais en gros, l'idée, c'était de travailler sur les systèmes énergétiques, ou même plus précisément sur le système électrique français. Donc en gros, je ne sais pas si vous savez, enfin, chez vous, là, vous utilisez de l'électricité, c'est assez familier, je pense, de l'électricité, c'est tout. L'électricité, faut la produire. Et ces produits, jusqu'à récemment, c'était produit dans des grosses centrales, des centrales à gaz, centrales nucléaires, barrages hydroélectriques. Et puis, ce qui est assez particulier avec l'électricité, c'est que vous ne pouvez pas stocker, en fait. C'est très difficile de stocker, très coûteux. Alors du coup, en fait, dès que vous produisez, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui ait envie d'allumer la lumière. Enfin, quand quelqu'un a envie d'allumer la lumière, il faut que vous puissiez produire. Et du coup, il vous faut des gros câbles qui transmettent l'électricité, quoi, de là on la produit, puis là on la consomme. C'est la THT, enfin les lignes à trop de tension, puis il y a des lignes à moins haute tension, etc., etc. Bon, tout ça, c'est un système assez complexe, puis c'est un peu en lien avec la société, parce que, avec les humains, quoi, comment on se comporte. Vous décidez d'allumer la lumière plutôt la nuit, en général. Euh, Il y a plein d'autres choses comme ça. Donc ça, c'était ma thèse. Ça m'a pris 3-4 ans. Enfin, 4 ans, en fait. 3-4, mais une thèse, en général, en sciences naturelles, c'est 3 ans. Là, c'était 4. Bon. Et quand je présente un peu mon projet de recherche, euh, je prends toujours le temps, enfin, j'essaye, de présenter cette slide, cette diapositive, où j'essaie d'être transparent sur motivation et valeur. Alors c'est un peu gnangnan, hein. Néanmoins, vous comprendrez que c'est important. Alors du coup, j'ai essayé de le synthétiser en comment contribuer aux soins des autres et de moi-même à travers la production et transmission de savoir suivant l'éthos scientifique. Et puis je mets ici un certain nombre de valeurs qui me semblaient être un peu les horizons, mes horizons. Voilà, juste pour donner une idée un petit peu de pourquoi je fais ce que je fais. Bon, maintenant si on rentre dans le dur du sujet, après quand j'explique mon projet de recherche, je pars souvent de cette phrase-là. C'est un peu le thème de mon sujet de recherche. Puis tac, les choses vont commencer à devenir un petit peu ardues, enfin j'espère pas trop, mais pour que vous ayez une idée, encore une fois. Donc moi, je travaille sur la modélisation des systèmes énergétiques face au changement climatique. Donc on va décortiquer ça. En modélisation, je précise que j'entends par là des expériences numériques. Donc, vous imaginez sûrement que quand on est chercheur, etc., on fait des expériences.
vous avez peut-être plutôt la vision du chercheur ou la chercheuse en blouse, quoi, avec ses éprouvettes, ses tubes, etc. Et puis, des trucs. Bon, moi, c'est moins fun. Euh, je travaille sur ce que j'ai appelé ici un peu de manière provocante des supercalculateurs, mais en gros, c'est ça, quoi, un ordinateur portable. Enfin, quand ce genre de pratiques de modélisation numérique ont commencé à apparaître, dans les années 50-60, ça, là, c'était des salles entières. Enfin, c'est-à-dire la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui sur un tout petit ordinateur comme ça, c'est incomparable par rapport à ce qui se faisait au début. C'est des choses dont il faut avoir conscience. Bon. Et du coup, la deuxième partie, à partir d'abstraction et réduction des objets et phénomènes étudiés, elle rentre dans modélisation parce que c'est un des processus essentiels du travail de recherche. C'est-à-dire qu'on va étudier quelque chose, un thème, un sujet, un objet réel. Par exemple, le système électrique français, donc l'ensemble des personnes qui consomment de l'électricité, les lignes à haute tension, les centrales de production, etc. etc. Alors évidemment, c'est un système, là, dans ce cas-là, c'est un système extrêmement complexe. Donc, pour pouvoir dire des choses intéressantes sur ce système-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire, simplifier, faire des hypothèses, et puis suffisamment pertinentes, pas trop simplifiées, pour quand même pouvoir dire des choses intéressantes. Ça, c'est déjà une première étape de modélisation, avant même d'utiliser un ordinateur pour faire des expériences numériques, parce que notre modélisation le requiert. Bon, modélisation. Donc, système énergétique, j'en ai déjà parlé. J'aime bien définir les systèmes énergétiques comme des systèmes sociaux impliquant l'extraction et la transformation d'énergie de l'environnement par des infrastructures et outils industriels de grande ampleur. Donc, systèmes sociaux, ça se comprend assez bien. Truc où il y a des gens. Extraction et transformation d'énergie de l'environnement, ça va aussi. En gros, je sais pas, vous allez dans la forêt, vous récupérez du bois sec, et puis vous mettez ça dans le poêle, ça brûle, ça fait de la chaleur, vous êtes bien, les pieds au chaud. Voilà. Néanmoins, j'aime bien préciser par des infrastructures et outils industriels de grande ampleur, parce que ça permet de préciser plus le sujet d'étude, mon sujet d'étude. Parce que la première définition, si on prend que le début de la définition, on pourrait très bien dire que par exemple tout ce qui est le système, l'alimentation, etc., ça rentre dans cette définition-là. C'est-à-dire que quand vous ramassez les tomates pour les manger, quoi, en quelque sorte, vous prélevez de l'énergie qui est dans la tomate. La tomate, elle a pris l'énergie du soleil, puis vous la mangez, etc., vous extrayez, puis vous êtes bien, vous n'avez plus faim. Bon. Et néanmoins, là, pour ma thèse, il a fallu simplifier, parce qu'en 4 ans, je n'avais pas le temps de travailler sur tout ça. Donc, en fait, je me suis concentré sur les systèmes électriques qu'on retrouve en France, Allemagne, États-Unis, par exemple. Changement climatique. Alors, ce qui va nous occuper cette matinée. Donc, en fait, changement climatique, c'est un peu une excuse pour parler des problèmes environnementaux, enfin des questions environnementales, des questions écologiques. Et puis, j'ai mis politique entre parenthèses, non pas parce que je m'intéresse à comment le parti Les Verts travaille sur ces questions-là, mais parce que, en fait, ça implique aussi des gens et des systèmes sociaux. Et donc, l'idée de dire écologie politique, c'est qu'en fait, on prend en compte non seulement l'aspect environnement, mais aussi les humains qu'il y a dedans, tout simplement. Bon. Et puis voilà, donc c'est un peu ça, c'est socio-écosystème. Vous avez peut-être entendu parler, enfin le mot écosystème vous parle peut-être. Socio-écosystème, mais en gros, c'est de dire, en fait, les écosystèmes, il y a aussi des gens dedans, quoi. Et puis tout ça fonctionne ensemble. Bon.
Mais encore une fois, pour ma thèse, tout ça c'était très ambitieux, trop ambitieux, et donc je me suis intéressé seulement au changement climatique. Et c'est un peu ce que vous allez voir à travers toute la présentation, c'est que j'ai beaucoup parlé de changement climatique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses à côté. Okay. Bon, et peut-être le plus intéressant, et c'est face au. Ça a l'air anodin comme ça, mais quand on dit je travaille sur la modélisation des systèmes énergétiques face au changement climatique, en fait, quand on dit face au, c'est que implicitement, on est en train de faire un lien aux motivations et valeurs et de dire, par exemple, si mes valeurs, c'est, encore une phrase un peu gnangnan, mais assurer une vie digne et des souffrances équitables à toutes chacune. L'écriture inclusive à l'oral, c'est plus compliqué. Et surtout, avec l'hypothèse que le changement climatique peut menacer ces idéaux. C'est une façon de voir les choses. Hein. Je ne dis pas que c'est la seule. Mais c'est-à-dire que quand j'écris ce titre-là, bah, c'est important d'avoir en tête qu'il y a ça qui est là aussi. Bon. Et pour me la péter et vous faire peur un petit peu, j'ai quand même mis une diapositive qui est plus des résultats de recherche un petit peu. Je vais quand même essayer de vous l'expliquer un petit peu. Donc je dis que je travaillais avec des modèles de systèmes électriques français. Moi, j'ai simplifié les choses. J'ai dit, en gros, il y a des gens, ils peuvent générer, des entreprises, mettons, de l'électricité quand ils veulent, pour tourner le bouton. Si on sait que la consommation elle va augmenter, parce que par exemple, la nuit tombe et puis les gens vont allumer les lumières, ces gens sont capables d'augmenter la production. Mais vous savez peut-être que face au changement climatique, on réfléchit à essayer de faire en sorte de produire de l'électricité qu'on appelle bas carbone, et entre autres, donc en gros qui n'émet pas d'émissions de CO2, on y reviendra, ou de gaz à effet de serre, on reviendra à ça tout de suite après. Et ces deux, les énergies qui sont le plus plébiscitées, pour rester plus ou moins neutre, c'est le solaire photovoltaïque et l'éolien. Okay, donc solaire photovoltaïque, c'est les panneaux solaires, truc noir là. Ça, vous mettez ça au soleil, puis vous le branchez comme il faut, et ça fait de l'électricité. Mmh. Les éoliennes, c'est juste des moulins, hein, ça tourne, puis dans un truc avec du fil électrique comme ça, et ça fait de l'électricité aussi. Mmh. Bon, mais en fait, les panneaux solaires et les éoliennes, ça génère pas quand vous voulez. Ça génère quand il fait soleil ou bien du vent. Et ça, on n'a pas encore le bouton, quoi. Je sais pas si c'est bien de l'avoir un jour. Bon. Et du coup, moi, j'ai mon petit modèle, il essayait de faire en sorte de mettre soit des trucs qu'on peut piloter, soit des éoliennes, soit des panneaux solaires, de façon à ce que on puisse assurer de l'électricité à tout le monde, dans les conditions à peu près actuelles, au moindre coût. Okay, on dit que, par exemple, installer une éolienne, ça coûte tant, installer un panneau solaire, ça coûte tant, produire avec des moyens pilotables, ça coûte tant, etc., etc., etc. Et donc, vous voyez en fait que ici, ce qu'on appelle la capacité installée, c'est-à-dire combien je mets de panneaux solaires, combien je mets d'éoliennes, combien je mets de centrales qui me permettent de produire quand je veux, et c'est ici, ça c'est la capacité installée. Et en fonction de combien ça coûte de produire, d'installer ou d'utiliser des trucs que je peux utiliser quand je veux, je vais avoir tendance à installer plus de panneaux solaires en rouge ou plus d'éoliennes en violet. Et donc, quand j'ai travaillé longtemps là-dessus, j'ai trouvé des choses intéressantes. Je fais un autre truc que font les chercheurs quand dans leur travail. J'ai écrit avec mes collègues un article. Voilà. Ça s'appelait. Là, j'avais étudié, j'avais regardé un peu comment le changement climatique impactait ce genre de résultats. Voilà. C'est le titre. Impact of climate change on high wind and solar optimal mixes and system costs. The case of France. Voilà. Pour vous donner une idée.
On est bien. Du coup, ça c'est le premier fin de la première partie. Et sinon, je vais prendre des questions de clarification. J'arrive. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente? Parce que j'ai pas tout compris du dispatch là. En particulier le dispatch, c'est quoi? Alors, si c'est pour le détail de la figure, c'est ça. Mais est-ce que vous avez compris le principe quand même? Oui. Oui, bah, je pense qu'on va pas essayer de rentrer dans le détail. Et puis on peut le faire éventuellement après. Je serais ravi de l'expliquer, mais là, ouais. Est-ce que ça veut dire que plus l'électricité conventionnelle est chère, plus on installe de panneaux solaires? Non, c'est pas ça. Non, ouais. D'accord. Enfin, là, oui, c'est en gros, plus ça coûte cher de produire de l'électricité conventionnelle et plus c'est intéressant de mettre des panneaux solaires dont l'électricité coûte rien à produire une fois que c'est installé. Mais c'est dans le modèle. C'est-à-dire, après, qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment? Ça, c'est une autre paire de manches, quoi. Alors, du coup, cette deuxième partie, on va s'intéresser un petit peu plus à une partie de ce qui était dans le titre, c'est-à-dire changement climatique et anthropocène. Pardon, ça c'est la partie 1. Voilà. Sur le changement climatique et l'anthropocène. Donc, de ce que j'ai pu voir au moins au début, lors du débat mouvant, tout le monde a entendu parler du changement climatique. J'ai pas trop demandé qui avait entendu parler de l'anthropocène, etc. Mais on va, on va, on va parler de ça tout de suite. Alors, changement climatique. Ce que vous avez ici, c'est des figures. Chercheurs, on aime bien faire des figures, en sciences naturelles, au moins, qui représentent, à droite, vous avez des séries temporelles de température. C'est la moyenne annuelle. Bon, c'est un peu abstrait, mais en gros, ça représente, c'est représentatif de la température qu'il fait sur toute une année, quoi. Et puis à gauche, vous avez des cartes. Alors c'est un peu par hasard, hein, c'est un peu le même cadrage de la carte que j'ai prise tout à l'heure. Bah, ça tombe bien. Qui vous montre en gros pas directement la température, mais plutôt à quel point, comment elle varie avec le temps. On est en degrés par an, enfin, par dizaines d'années. Donc en gros, c'est un peu la pente, la dérivée, pour vous faire peur. Bon. Mais pour différentes périodes. Donc vous voyez ici, en gros, on a à quel point la température augmente, parce que si vous regardez l'échelle, il n'y a que des valeurs positives, donc c'est que des augmentations de température. Donc couleur plutôt bleue, ça va être des augmentations faibles. Couleur plutôt rouge chaude, ça va être des augmentations plutôt fortes. On a un facteur 10 là, entre l'extrémité de l'échelle. Bon. Et puis donc cette augmentation de température dans cette zone géographique, elle est donnée pour une période allant du début du XXe siècle, il y a assez longtemps, pas si longtemps, ça dépend comment on voit les choses. Bon. Et jusqu'en 2018. La deuxième carte, c'est entre 1950 et 2018. Et puis la troisième, c'est entre 1980 et 2018. En gros, si on regarde sur les séries temporelles à notre droite, si on prend cette tendance-là, cette tendance 1950 là, ou cette tendance là. Bon. Et donc, pardon, je n'ai pas précisé, mais du coup, il y a 4 cadrans ici, et ces 4 cadrans correspondent à 4 zones de cette carte. Là, c'est le bassin, nord, central, sud. Je ne sais pas exactement comment sont délimitées ces zones-là, c'est pas important ici.
De toute façon, on voit la même chose sur les 4, une augmentation de la température, moyenne annuelle. Mais bon, en gros, il fait plus chaud. Et ça s'accélère. Si on compare ces deux cartes-là, on remarque que si on prend les tendances par rapport à 1950, bon, mais si on prend les derniers 40 ans, là, c'est quand même très rouge, très foncé. Alors, je vous ai dit que je ne vais pas rentrer dans les détails ou dans les explications de comment on arrive à ces résultats-là. Donc, en quelque sorte, il va falloir que vous fassiez un peu confiance. Néanmoins, s'il y a des questions ou des besoins d'explication, je suis tout à fait, pas pour tout, mais au moins pour certaines choses, soit capable de les fournir, soit capable de vous rediriger vers quelqu'un ou des ressources qui peuvent vous les fournir. C'est pour pas que vous soyez frustré. Ok, donc ça, c'est une observation du changement climatique de ces dernières décennies. Une observation. Bon. Pour aller très vite, c'est vraiment très vite, sur comment on explique tout ça, comment on construit des connaissances là-dessus, qu'on a des savoirs là-dessus. Vous le savez déjà peut-être. L'idée derrière la question du changement climatique, c'est que, en tant qu'humain, par comment on s'organise dans nos sociétés, et dire humain, c'est imprécis, je vais en parler après, on émet ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, dont un, on s'entend beaucoup parler, c'est pas le seul. Là, il y en a deux qui vont impacter le climat. Et donc ici, je vous ai mis, pareil, des mesures, des observations par les mesures des concentrations atmosphériques de deux gaz à effet de serre. Donc le CO2 et le méthane. Alors les unités, c'est un peu bizarre, vous n'êtes peut-être pas tout à fait familier, mais en gros, le ppm, ça veut dire que pour 1 million de molécules dans l'air, j'ai 1 ppm, j'ai une molécule de CO2. Et le ppb, c'est pour 1 milliard, à la limite, peu importe. Donc, c'est des mesures qui sont faites par des gens de l'IPSL. Dans un observatoire qui se trouve au sud de l'océan Indien, voilà, ici, là, Afrique, Antarctique, Australie, Asie. Et vous voyez que depuis, là, les mesures commencent en 1980, et puis ça augmente sans rupture. Le méthane, c'est pareil, ça augmente. Le méthane, c'est un peu différent du CO2, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais c'est aussi un gaz à effet de serre. Bon, et alors, là, j'ai repris un des cadrans de la figure précédente pour la Méditerranée du Nord. On voit donc cette augmentation de température. J'avais une flèche. Donc là, clairement, cette flèche est un outrage à tous les scientifiques du climat. C'est-à-dire que il y a un travail énorme de la communauté climat qui est fait pour relier, comprendre comment ça nous amène à ça, quoi. La ressource la plus intéressante, la plus évidente peut-être pour aller chercher ces informations, encore faut-il avoir le temps de le faire, on ne peut pas avoir peur de le faire, c'est les rapports du GIEC. Peut-être entendu parler, IPCC. On y reviendra. Bon. Quand je vous présente ça, ça occulte un peu des choses, notamment le fait que parmi les activités humaines qui impactent le climat, il n'y a pas que les émissions de CO2, il n'y a pas que les émissions de méthane, il y a aussi, par exemple, quelque chose qui va jouer beaucoup sur l'aspect réchauffement, sur l'aspect température, ça va être ce qu'on appelle les aérosols.
Les aérosols, c'est toutes ces petites particules, c'est-à-dire c'est pas des gaz, c'est des toutes petites particules, un peu comme des poussières, hein, qu'on envoie dans l'atmosphère. Et puis ça a tendance à refroidir en fait. Ça a tendance à nous protéger des rayons du soleil, en quelque sorte. Puisque le réchauffement, a priori, c'est pas forcément bon pour nous. Voilà. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je parle beaucoup de température, mais en fait, le climat, c'est plus que la température, hein. Ça va être, là, c'est la température annuelle moyenne, donc ça représente à peu près combien il fait chaud dans une certaine zone géographique. Mais peut-être qu'il va être important aussi, c'est l'amplitude des températures journalières. S'il fait très chaud la journée, très froid la nuit. Puis il y a l'eau aussi, la pluie. Est-ce qu'il pleut souvent? Est-ce qu'il pleut très fort? Est-ce qu'il pleut très longtemps et pas très fort? Etc., etc. Et d'autres éléments. Bien de l'avoir en tête. Alors, je vous propose un petit tour sur quelques figures emblématiques, enfin, ou que moi, il me plaisent bien, des rapports du GIEC. Et puis, du dernier rapport en particulier. Donc, j'ai peur de dire une bêtise. GIEC, Groupement international d'experts sur le climat. Où sont les... Non, oui. IPCC en anglais, International Panel on Climate Change. Donc, ce qu'on peut trouver dans un rapport du GIEC, par exemple, donc quand on a commencé à comprendre que quand on émettait du CO2, et qu'on émettait du CO2, parce qu'on savait déjà que le CO2, en gros, c'était un gaz à effet de serre. Encore une fois, j'explique pas pourquoi. Et puis quand on a vu qu'on émettait beaucoup de CO2, on s'est dit, ok, enfin, on va essayer de comprendre si on émet une certaine quantité de CO2, combien le climat global va se réchauffer, quoi. Et donc, il y a une quantité qui a été définie qui s'appelle la ECS, qui est la Equilibrium Climate Sensitivity, qui en gros veut dire la sensibilité du climat à l'équilibre. Traduire littéralement. C'est une quantité qui définit en se posant ce problème-là. Si, alors je pense que c'est pré-industriel, si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère par rapport au niveau pré-industriel, quel niveau de réchauffement ça nous fait? Quand le climat est à l'équilibre. Parce que le système climatique terrestre, c'est complexe. Il y a l'atmosphère, les océans, puis il y a les calottes de glace, puis l'océan, il y a un océan qui est plutôt en surface, un océan de profondeur. Il y a les surfaces continentales, là où nous on habite, en général, là où il y a les arbres. Bon, tout ça, ça interagit. Et en particulier, il y a un de ces composants qui est très très lent à réagir, c'est ce qu'on appelle les calottes de glace. En gros, toute la glace qui est sur les continents. Donc les glaciers, mais aussi le fait que toute la glace qui est sur le Groenland, toute la glace qui est sur l'Antarctique, tout ça, une fois qu'on a lancé, fait augmenter la température, ça va fondre, mais beaucoup plus doucement qu'une va augmenter la température. Et du coup, quand on essaie de déterminer cette sensibilité du climat à un doublement des émissions de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, en fait, on fait abstraction de ces calottes de glace. C'est pour vous montrer qu'en fait, déjà, dans les concepts qu'on utilise pour discuter du problème du changement climatique, on fait un travail de recherche. C'est-à-dire qu'on va utiliser des choses, des concepts, qui nous permettent de dire des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que à l'équilibre, donc calotte glaciaire, les experts me corrigeront, mais c'est au moins un millier d'années. Donc dans 1000, 10 000 ans, on n'attend pas 1000, 10 000 ans, quoi. Enfin, si, pour que le climat soit équilibre, il faudra attendre 1000, 10 000, peut-être même plus années. Oui, mais voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon.
Alors un autre truc qui est intéressant ici, en fait, la valeur à la limite, peu importe. Ici vous voyez une façon qu'a le GIEC de représenter les résultats. Bon, il n'y a pas que le GIEC, hein, mais les chercheurs en fait, sciences naturelles on fait pas mal ça. Le GIEC aime bien parler, montrer où se trouve l'endroit où on est le plus sûr pour la valeur de l'ECS. Un endroit où c'est likely, donc plutôt probable. Un endroit où c'est très probable. Là, on est quand même vachement sûr que dans cet intervalle-là, donc par exemple, ce qu'on voit ici, eh ben, c'est très probable que si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère par rapport au niveau de l'air industriel, eh ben, on augmente la température entre 2 et 5 degrés. Mais vous voyez, il y a une incertitude, ou un degré de certitude. La meilleure estimation, vous voyez, elle est là, elle est à 3 degrés. Vous voyez, et puis même pour être vraiment montrer qu'on est très sûr de ça va être là-dedans, quand on est capable vraiment de contraindre, il y a même le extremely likely limit, donc, entre ces deux traits rouges là. Bon. Une autre chose intéressante sur ce panel de gauche, c'est que vous voyez, il y a plusieurs façons de déterminer ça. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai pas travaillé, du coup, je ne pourrais pas vous expliquer en détail ce qui les différencie, sauf peut-être ces deux-ci. C'est que là, ce que vous voyez ici, CMIP6 ESM, c'est une façon bien particulière de déterminer cette Equilibrium Climate Sensitivity, qui est faite avec ce qu'on appelle des modèles climatiques. Modèle climatique, c'est une représentation simplifiée, mais pertinente, du système climatique terrestre que l'on résout, qu'on ne peut que résoudre, parce que c'est des équations trop compliquées, des systèmes complexes, on ne peut pas résoudre à la main, quoi. C'est pas une équation de degré 2. Hein. Et du coup, on utilise des ordinateurs. Bon. Et vous voyez que ici, le GIEC a décidé de séparer ce que les modèles nous disaient de toutes les autres, ce qui s'appelle des lines of evidence, toutes les autres façons de déterminer cette ECS. Sûrement lié au fait que les modèles climatiques ont été très critiqués par des gens qui voulaient critiquer de manière non constructive, même s'il peut y avoir des critiques constructives, donc on va dire plutôt attaquer dans la société. Bon, là au moins, même pas besoin des modèles en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que les modèles ne sont pas importants. Et je vous montrerai pour la suite une chose pour lesquelles ils sont très utiles. À droite, il y a une autre quantité, mais je ne vais pas passer de temps dessus. En gros, si la quantité de gauche, donc l'Equilibrium Climate Sensitivity, elle donne une indication de la température qu'on atteint une fois que les choses sont à l'équilibre, à droite, on a pu savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait quand on augmentait avec une certaine vitesse la concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est normal, les collégiens doivent partir. Donc, dans le rapport du GIEC, donc le dernier rapport, ce qu'on appelle l'AR6, qui est sorti en 2021, il y en a eu 6 des rapports principaux, puis il y a eu des rapports spéciaux par le GIEC. On trouve aussi une évaluation de la contribution humaine au réchauffement climatique. Et comment on peut étudier ça? Et ben, c'est là que les modèles sont pertinents et pratiques. Parce que si on
dans nos modèles, dans les choses qu'on met dedans, on décide de faire tourner ces modèles-là donc sur la Terre entière. Ici, c'est l'anomalie de la température moyenne globale. Donc c'est un truc un peu abstrait aussi, mais en gros, c'est un truc qui représente à quel point il fait chaud sur Terre. Donc c'est l'anomalie, hein, c'est la différence par rapport à 1850. Donc, en noir, vous avez les observations. Ok. Bon, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, hein, ça fluctue un petit peu, mais à partir là là, on voit clairement que ça monte. Et alors, on peut se dire, ok, parmi les changements climatiques, les choses qui provoquent le changement climatique, il n'y a pas que les humains. Les géologues, ils savent ça depuis longtemps. Puis je vais vous montrer ça un petit peu après tout à l'heure. Donc, il y a tout ce qu'on appelle les facteurs naturels. Ça va être les éruptions volcaniques. Bon, je vais pas être exhaustif, donc je ne rentre pas dans les détails, mais tous les facteurs non humains, en quelque sorte. Ça, c'est la courbe en vert. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a les gaz à effet de serre, qui jouent un rôle important. Ça, c'est la courbe en gris. Les aérosols, dont je vous ai parlé. Ça, c'est la courbe en bleu. Et puis, du coup, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont amusés. Ils ont dit, bah, ok, j'ai mon modèle climatique, je le fais tourner, puis je rajoute juste les émissions. Bon, d'abord, je fais que les forces naturelles. Alors ensuite, bon, là, il faudrait creuser un peu, j'ai un doute. Mais on met les aérosols. Donc les aérosols, comme je vous ai dit, j'ai un doute si c'est naturel plus aérosol, mais à la limite, pas important ici. On met les aérosols, ça refroidit. Si on met que les gaz à effet de serre, ça réchauffe, hop, on a la courbe grise ici. Et puis vous voyez, on ne matche pas bien les observations. Et puis par contre, si on met tout ce qui est anthropogénique, donc ce qui est lié aux humains, plus les facteurs naturels, donc anthropogénique, ça va être aérosol, gaz à effet de serre et naturel, et ben, on colle quand même vachement bien aux observations. Alors, ça, là, cette figure-là, ça suffit probablement pas pour se construire une certitude absolue, quoi. Encore une fois, je reste un peu en surface. Il y a beaucoup à gratter derrière. Hein. Les chercheurs ne sont pas arrêtés là. Mais néanmoins, c'est une des choses qui permettent de certifier que le changement climatique est d'origine humaine et lié aux activités humaines. Voilà. Bon. Un autre truc intéressant qu'on peut trouver dans les rapports du GIEC, c'est encore une figure qui fait peur. Les figures du GIEC, elles sont denses. À dessin, j'ai mis là un carré bleu un peu flouté. C'est pourquoi vous portiez trop attention à cette partie de la figure. En fait, si vous lisez le texte qui est à côté, dans le texte, ils vous disent bah, on est vachement sûr de ce qui se passe là, entre 0 et 3000. Après 3000, on est un peu moins sûr. Donc, bon, je me suis dit, au moins, on va simplifier les messages. Là, ce que cette figure a permis d'illustrer, c'est le lien entre la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la température moyenne globale. Donc, en gros, sans explication. Et puis, en fait, ce qu'on observe, ce qui est assez marrant, c'est que cette relation-là, elle est ce qu'on appelle linéaire. Hein, c'est à peu près droit là. Donc ici, vous voyez, vous avez la quantité d'émissions de CO2 qu'on a fait, donc cumulée, hein, depuis 1850. Et puis là, vous avez encore une fois l'augmentation de la température moyenne.
Puis vous voyez, bah, ça fait à peu près une ligne, quoi. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Bon, vous avez peut-être entendu que quand même, il y a quand même un consensus sur le fait qu'on a plutôt envie d'éviter que cet indicateur-là, la température moyenne globale, monte trop haut, hein. Bon, et ben en fait, si on est capable de relier cette augmentation de température, par exemple dire on veut pas, c'est l'accord de Paris, 2015, COP21, on veut pas que la température, tous les pays, les États et assimilés, par exemple il y a l'Union européenne, qui reconnus par l'ONU, qui sont associés dans la Convention 4 des Nations Unies pour les changements climatiques, et qui en 2015 sont arrivés à l'accord de Paris, on dit on veut pas que cet indicateur-là passe au-dessus de 2 degrés, je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais en gros, pas au-dessus d'1,5 degré, et on va faire tous les efforts pour que ça reste bien en dessous de 2 degrés. Bon, c'est un objectif comme un autre. Une fois qu'on s'est fixé cet objectif, eh bien on peut dire ah ben regardez, on a une super idée de vu tout ce qu'on a émis, de tout ce qu'on peut encore émettre pour respecter cet objectif qu'on s'est fixé collectivement, au consensus. Attention, il y a tous les pays que l'ONU veut bien reconnaître et qui participent à ce processus-là, et c'est tous les pays que l'ONU veut bien reconnaître, ont été d'accord pour se fixer cet objectif. L'Union européenne, les États-Unis. Les États-Unis, maintenant, ils sont sortis, mais bon, à l'époque. Arabie Saoudite, Chine, Australie, etc. etc. Brésil. Et en fait, ça nous permet de définir ce qu'on appelle des budgets carbone. Hein. En gros, en tant qu'humanité, il nous reste tant à émettre si on veut rester dans les objectifs qu'on s'est fixés. Alors après, comment on se partage ce budget? Question épineuse. Micro-pause question. Bon, ça c'est la partie changement climatique. Maintenant, on va parler un peu d'anthropocène. Alors, on va donc répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, anthropocène, ça vient d'où, ce mot? Alors, c'est attribué à un chercheur qui s'appelait Crutzen, chimiste de l'atmosphère, en 2002. Bon, anthropo, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, humain. Et puis cène. En fait, cène, le terme anthropocène, c'est une référence à comment on appelle les périodes géologiques. Alors, du coup, je vous ai mis, pour que vous compreniez bien, ce qu'on appelle une partie, et beaucoup plus grande que ça, de l'échelle des temps géologiques. Donc, vous savez que la Terre, et l'autre jour j'ai fait une bêtise, j'ai dit, je ne me rappelle plus exactement, c'est 4,56 milliards d'années. C'est très long. Là, on représente 66 millions d'années depuis le présent. Ici, c'est le présent, ici, c'était il y a 66 millions d'années. Bon, il n'y avait rien qui ressemblait à un humain hein, à cette époque-là. Puis vous voyez, cette longue période-là de 66 millions d'années, on l'appelait Cénozoïque. Bon. Ces divisions-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on les détermine, mais en gros, c'est des trucs qu'on voit en regardant les cailloux. Hein. C'est des trucs de géologues. Cailloux qui succèdent, puis on voit des différences entre le caillou du dessus et le caillou du dessous, discontinuité, et quand c'est pertinent, on sépare. Bon, et alors vous avez peut-être les plus sagaces d'entre vous ont peut-être remarqué que toutes les époques de cette ère cénozoïque finissent en cène.
Paléocène, Éocène, Oligocène, Miocène, Pliocène, Pléistocène, Holocène. Bon. Il se trouve que la géologie, comme toutes les sciences, n'échappe pas à l'histoire. Donc, le nom, en fait, même de ces périodes-là, n'est pas tout à fait logique. C'est-à-dire, si on avait voulu plutôt diviser tout ce qui s'est passé depuis 66 millions d'années en période géologique et qu'on avait leur donner un nom, on n'aurait peut-être pas fait comme ça. Si on regarde un peu ce que ça veut dire, toutes ces racines grecques là, ou latines d'ailleurs, je ne sais même pas. Alors, paléos, vieux. Et pardon, scène, j'ai pas dit, c'est nouveau. Donc, paléocène, c'est le vieux nouveau. Étrange. Éocène, l'aube du nouveau. Hein, un peu plus logique. Oligocène, de nouveau, ou un peu plus nouveau. Miocène, moins nouveau. Pliocène, plus nouveau. Pléistocène, le plus nouveau. Et puis, Holocène, c'était tout nouveau, quoi. En fait, ces nouveaux-là, c'est lié aux faunes fossiles qu'on observe dans les différentes couches géologiques. Et donc, j'aurais dû mieux réviser, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, mais en gros, il y a eu un moment où on a observé une faune nouvelle, ça devait être quelque part au milieu, et puis on a nommé en fait les époques en fonction de cette époque qu'on avait nommée. Alors du coup là, je sais plus quel est l'original. Éocène peut-être, l'aube du nouveau. Bon. Donc en fait, Anthropocène, c'est tout simplement une perpétuation de cette habitude-là. Donc ça vient, hein, Anthropocène, simplement. Et alors on l'appelait Anthropocène, ce monsieur-là, pas tout seul, hein. Parce que on a jugé qu'on était rentré dans un moment de l'histoire de la Terre où l'influence des humains était devenue une force géologique tellement importante qu'on impactait la Terre entière, quoi. Donc Anthropocène. Du coup là, pour illustrer un peu tout ça, j'ai mis ici ce que je vous ai montré tout à l'heure, des courbes de concentration de CO2 atmosphérique qui augmentaient, vous vous souvenez, qu'on observe dans l'océan Indien. Et bien là, je vous ai mis ce que les géologues ou les paléoclimatologues sont capables de faire pour reconstruire les concentrations de CO2 atmosphériques depuis 450 millions d'années. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré 66, c'est par là. Et puis on peut remonter jusqu'à 450. En fait, on peut remonter même plus loin que ça, mais après ça devient voilà, moins précis. Bon, ce que vous voyez quand même, la première chose, donc ces figures-là, hein, c'est des figures du GIEC, encore une fois. Prêtez pas trop attention à tous ces noms-là. Là, c'est juste pour dire les façons dont on a déterminé ces concentrations-là. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Alors, ce que vous compreniez par contre, c'est qu'en gros, on a des zooms. Donc là, cette pique de 450 à 50, et puis cette partie-là, on la voit en détail ici. Puis cette partie-là, les derniers 3500 ans, elle est là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Néanmoins, ce que vous voyez, c'est que le CO2, depuis 450 millions d'années, il a bougé. Il n'y a pas d'humain à l'époque. Hein. Bon. Et puis peut-être quelque chose qui est intéressant de regarder aussi, c'est que depuis 50 millions d'années à peu près, eh ben, le CO2, ça descend. Hein. Hop, ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend. Là, ça oscille. Très stable. Bon. Donc ça pourrait nous amener à dire qu'il n'y a pas de... Enfin, au final, le changement climatique, il y en a plein, qu'importe, quoi. Néanmoins,
néanmoins. Et là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on peut dire ça, etc. Mais ce qui compte en fait, ce qui compte c'est pas tant le fait qu'il y a un changement climatique, etc., etc., c'est plutôt qu'il y a un changement climatique au sein du climat qui, nous, même pas en tant qu'humains, mais en tant que société, quoi, enfin, en tant que ce qui nous constitue nous, hein, enfin, individus, société, etc., depuis à peu près 10 000 ans, on vit dans un climat stable, quoi. Bon, c'est notre monde, quoi. Hein. Et puis les plantes qui nous entourent, les montagnes telles qu'on les connaît, etc. C'est ça, nous. Si je prenais l'un ou une d'entre vous, je vous mettais il y a 10 millions d'années, ce serait sûrement un peu perdu. Bon. C'est bien ça qu'il faut comprendre quand on parle du changement climatique, et c'est pour ça que j'insiste autant sur les valeurs, etc. Parce qu'en fait, ça se ramène un peu toujours à ça. Hein. Bon. Et pour appuyer le fait que néanmoins, les humains, on est une force géologique majeure, ce qui est indéniable. Bon, là, c'est que depuis les 2000 dernières années. Il y a d'autres indicateurs qui suggèrent ça fortement. Ça, c'est ça s'appelle une proposition une proposition, c'est-à-dire une chose que dit le GIEC dans ce qu'on appelle le SPM, le Summary for Policymakers. Donc, en gros, le résumé pour décideurs. Human influence has warmed the climate at a rate that is unprecedented in at least the last 2000 years. Bon, j'avoue que 200 years, ça fait un peu pétard mouillé par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est, pour que vous compreniez bien, c'est intéressant. Et je vais y revenir après, dans la troisième partie, dans la fin de cette partie. Le GIEC, les rapports, il faut comprendre comment c'est fait. Hein. Et notamment, il y a une partie du rapport qui est un peu particulière, qui est le Summary for Policymakers. Et le Summary for Policymakers, le GIEC, c'est pas un truc qui s'est construit tout seul. C'est quelque chose qui est lié aussi à des instances de l'ONU. Pas les mêmes que les instances qui gèrent les COP. Tout ça se parle, est articulé ensemble. Néanmoins, il y a une partie en interaction entre les scientifiques et les représentants des différents États qui siègent à l'ONU, le politique. Et le Summary for Policymakers, il y a une patte politique qui est non négligeable. Les politiques, ils ont le droit de dire, les représentants des différents États à l'ONU, ils ont le droit de dire, ça, le Summary for Policymakers, ça craint. Hein. Bon. Dans le rapport, ils n'ont pas le droit de dire ça. Le rapport, c'est un plan qui est établi à l'avance avec cette interaction géopolitique. Après, c'est les chercheurs. Donc, pour vous dire que quand ce genre de choses sont dites dans le Summary for Policymakers, quand on sait l'état des positions des États sur la scène internationale par rapport au changement climatique, vous comprenez qu'on est plutôt sur une borne, voilà, on a pris trop de risques, quoi. Hein. Des questions. Micro-pause encore une fois, puis je finis sur changement climatique anthropocène. Alors. Donc, j'ai pas trop parlé pas trop discuté du fait si l'anthropocène c'était vraiment une époque géologique ou pas. C'est un débat qu'on peut avoir. Euh, une analyse un peu de géologue, ça montre qu'en fait c'est plus une crise qu'une époque. Hein. Bon. Mais ça, ça sera pour une autre conférence. J'aimerais mentionner quelques points importants quand on parle de changement climatique et d'anthropocène aussi. Et puis, c'est des choses qu'on peut voir sur cette figure. Donc, on voit quoi sur cette figure? Je vais répéter, tu me dis si je me trompe. On voit les émissions par pays du monde, les rejets de CO2. Oui, annuels.
Ouais, tout le monde est d'accord. Effectivement, du coup, ce qu'on voit ici, encore une fois, je rentre pas dans les détails de comment on a ces données, etc., comment on les mesure. On a les émissions de CO2. Alors, annuelles, pour différentes régions, qui sont listées ici. Attention, dans le changement climatique, il faut toujours un peu jongler entre concentration de CO2 dans l'atmosphère, émissions de CO2, émissions annuelles, émissions cumulées. Donc, néanmoins, ce qu'on voit ici, la première chose qu'on voit, c'est que les émissions annuelles, donc en gros, combien de milliards de tonnes de CO2, on appelle des gigatonnes de CO2, on émet par an, ça augmente, hein. Ça augmente assez vite. Un peu, vous avez peut-être entendu parler des exponentielles, ça fait un peu peur. C'est plus exponentiel que linéaire. Euh, bon, ça c'est la première chose qu'on voit. La deuxième qu'on voit, c'est que il y a certains pays qui ont entre 1850 et 1950, quelque chose comme ça, ont été l'unique à peu près source des émissions de CO2. Bon, si on regarde, États-Unis, Union européenne et l'Europe, donc le reste de l'Europe, quoi. Bon, on s'est pas arrêté, hein. Là, ça diminue un peu. En 2024. Et puis on voit qu'au bout d'un moment, là, il y a un truc qui explose. C'est notamment Inde, Chine, Asie, Océanie. Puis là, pour pas fâcher les gens, c'était dur à comptabiliser. Il y a tout ce qui est aviation internationale, les bateaux, transport de marchandises. Bon. Et puis on a des pays où ça va pas trop, ça a augmenté, mais c'est pas autant que l'Inde, Chine, Asie. On a l'Afrique, des pays pardon, des zones géographiques, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord sans États-Unis. Bon, et en fait, là, ce qu'on voit clairement, c'est que on a pas, enfin, toutes les zones géographiques, donc les États qui les administrent, n'ont pas la même responsabilité historique face à tous les problèmes que nous amène le changement climatique. Alors, c'est pas, je suis pas en train d'être subversif, hein. Ça, c'est un principe fondateur des négociations internationales pour le climat, qui sont mises en place après la conférence de Rio en 92. Et un des principes clés de ces négociations internationales, ce qu'on appelle le CBDR, dans le jargon onusien, ce qu'on appelle Common but Differentiated Responsibilities. On est quand même diplomatique. On dit qu'on a des responsabilités communes, mais différenciées. Bon. Et puis, quand même, c'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est un petit peu que ce qu'on appelle le développement économique, c'est un petit peu lié aux émissions de CO2, quoi. Puis quand vous avez rien émis, et par exemple ici, hein, on va prendre Afrique, Amérique latine, et puis que vous n'êtes pas encore développé économiquement, comme on dit, vous aurez dire, les gars, moi, vous avez émis, c'était la fête pendant des années, maintenant, moi aussi, je profitais, quoi. Hein. Et donc ça, pourquoi je parle de tout ça? D'une part parce que c'est vraiment le cœur de ce qui se passe dans les négociations internationales sur les changements climatiques, donc au sein des COP. C'était la COP 30 à Belém cette année, en novembre. L'année prochaine, il y aura la COP 31. Il y en a tous les ans. Hein.
Puis il y a même des intercop au mois de juin en Allemagne, à Bonn. Bon, et en fait, quand on dit Anthropocène, c'est qu'on dit l'ère où les humains ont été un agent géologique majeur. Bah, quand on dit humain, ça là, ouais, on le voit pas, ça n'apparaît pas. Donc, juste pour éveiller votre attention sur le fait que les concepts qu'on va utiliser, parfois à dessein ou de manière inconsciente, vont influencer comment on parle de changement climatique, comment on parle de questions environnementales. C'est le premier point. Le deuxième point dont je vais vous parler aujourd'hui sur la question changement climatique et anthropocène, c'était la cible 1,5 degré. On va faire un rapide sondage, bras levé. Allez, 2. Qui parmi vous pense que nous sommes capables, en tant qu'humanité, de maintenir l'augmentation de température globale à l'objectif de l'accord de Paris, 1,5 degré. Je jouerai avec vous après, sinon je vais influencer les réponses. Alors, main levée, qui pense que c'est... On va y arriver. Main baissée, qui pense on peut y arriver. Arriver à rester en dessous ou à 1,5 degré de augmentation de la température moyenne globale dans les prochaines décennies. Allez, je vous donne jusqu'à la fin du siècle, 2100. Alors, levez la main si vous pensez qu'on va y arriver. Enfin, qu'on va y arriver en quelque sorte. C'est pas... Voilà, hein, c'est vraiment ce que vous pensez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Alors, je vais voter. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Point de vue, c'est les opinions personnelles, là. Hein. Je vous demande pas d'argumenter. Bon. Maintenant, si je vous donne la cible 2 degrés. 2 degrés, on va y arriver, on peut y arriver. Un peu plus de main levée, ça fait sens. En fait, c'est question d'objectif. Je pourrais vous poser une troisième question. Est-ce que c'est important qu'on y arrive? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important? Mais moi, je vais discuter un peu là-dessus. Si vous ne comprenez pas dans le détail comment fonctionne tout ce qui se passe autour des changements climatiques, vous avez un rapport à ces objectifs-là qui est probablement, je sais pas comment dire, c'est pas mauvais, mais qui peut être un peu aléatoire, on va dire. Je vais m'expliquer. Peut-être avant de rentrer dans les explications, parce que je sème le doute dans votre esprit. Le message clé, c'est chaque dixième de degré compte. Pour vous faire une idée. 1,4, c'est mieux que 1,5, c'est mieux que 1,6, c'est mieux que 1,7. Première chose. Entre 1,5 et 1,6, il n'y a pas de pacifisme, quoi. Attention, attention, c'est pas linéaire, encore une fois. C'est-à-dire que ce qui se passe entre 1,2 et 1,3, c'est sûrement moins grave, moins problématique, ça dépend pour qui d'ailleurs, même si tout le monde est quand même dans le même bateau, qu'est-ce qui se passe entre 2 et 2,1, que ce qui se passe entre 3 et 3,1.
Et plus on augmente, et plus on n'est pas trop sûr que ça va pas complètement partir en cacahuète, pour vulgariser. Donc, c'est vraiment ces deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est pas parce que chaque 10e degré que bon, non, non. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, pourquoi je suis un peu taquin sur la cible 1,5 degré? En fait, parce que toute la question du changement climatique, c'est une question qui est un incroyable sujet d'étude sur l'interaction entre chercheurs et ou sciences et société, sciences politiques. Et moi, par comment je suis rentré dans le sujet, etc., j'ai appris toutes ces choses-là petit à petit. Mais du coup, vous ne pouvez pas dissocier la recherche qui se fait sur les changements climatiques des arènes internationales de négociation sur le changement climatique. Donc, je vous l'ai déjà mentionné tout à l'heure, dans les rapports du GIEC, il y a une petite patte du politique. Dans le rapport des Nations Unies, il y a une petite patte politique. Ce qui se passe au niveau des négociations internationales sur le changement climatique, ça va impacter ce qui se passe dans le milieu de la recherche. Et tout ça, là, si vous êtes un peu curieux, c'est expliqué dans un très bon article écrit par des collègues région parisienne, qui parle de cette histoire de la cible de 1,5 degré. Avant la COP 21, on était plutôt sur 2 degrés. On se disait, on va rester en dessous de 2 degrés. Puis, quand même, il y a eu. Bon, j'ai mal expliqué, c'est mieux expliqué dans l'article, mais en gros, il s'est passé des trucs qui font qu'on s'est dit à la COP 21, il faut qu'on mette 1,5 degré. Objectif. Et ça a créé du débat dans la communauté scientifique. Les gens se sont dit, 1,5, mais ça sert à rien. Je vais gaspiller tout ce temps de calcul, toutes ces ressources, tout ce temps de travail, faire des thèses, machin, tout ça, pour travailler sur essayer de respecter 1,5 degré alors que j'y crois pas du tout. Il y en a qui ont dit, ah non, non, mais c'est intéressant, regardez, si on vise 1,5 degré et qu'on essaie de respecter 1,5 degré, eh ben, ça va mettre en évidence encore plus toutes les contradictions, tous les problèmes, tous les verrous qu'on a pour aller sur arrêter les émissions de combustibles fossiles si on a envie de le faire. Voilà, se prémunir des effets délétères du changement climatique. Ça, c'est un peu le deuxième point. Alors, encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que les scientifiques du GIEC, ils inventent les courbes parce qu'ils ont un projet politique. Et bien, à la fin de la partie 2, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, donc, la troisième partie. Il convient peut-être de préciser, avant de me lancer là-dedans, vous l'avez peut-être senti, mais j'ai insisté dessus pour que ce soit bien clair. Pour la première partie, je me suis présenté, quoi. Il n'y avait pas trop d'enjeu, quoi. La deuxième partie, c'est casquette chercheur, scientifique. Là, c'est moi qui parle, mais quand même, il y a tout un tas de gens derrière, des chercheurs notamment, pas que, chercheuses et pas que. Des gens qui, pour beaucoup, surtout en sciences du climat, s'en prennent plein la figure depuis 30 ans, qui ont fourni un travail considérable pour asseoir sur la scène internationale le fait qu'il y avait un changement climatique qui était d'origine humaine et que valait mieux faire quelque chose. Bon. Cette troisième partie, je vais un peu plus enlever ma casquette de chercheur, prendre une casquette un peu plus personnelle, citoyen, là comme vous voulez. On ne parle pas de connaissances scientifiques consolidées. Voilà. Bon. Et du coup, la troisième partie, 5 minutes très rapidement, et les chercheurs, chercheuses dans tout ça. Pour revenir au titre, quoi. Responsabilité politique des chercheurs, chercheuses. Bon. Alors, un peu à dessein, j'ai esquivé un petit peu la question. Parce que je n'avais pas
les compétences pour discuter de cette question-là de manière, on va dire, suffisamment consolidée, quoi, pour vous fournir un exposé de 2 heures là-dessus. Il y a des gens, néanmoins, en tant que chercheur, voilà, mais bon, là, on est un peu plus sur mes affinités personnelles. Et ben, je me pose quand même la question, ben, moi, quel est mon rôle dans tout ça? En tant que chercheur, je suis confronté à ces choses-là qui sont désarmantes au moins, parfois angoissantes, parfois terrifiantes. Voilà, ça fait quelque chose, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, très brièvement, les chercheurs qui ont, par rapport à ce qui se passait dans la société, ouais, qui ont pensé leur rôle dans la société, ça, c'est pas nouveau, pas nouveau. Bon là, euh, en faisant la présentation, j'ai pensé, normalement il y avait le numéro 1 qui était là, mais c'était le numéro 11, une revue qui est née ben, pas loin du plateau de Saclay où je travaille, vers la vallée de l'Yvette, dans les années 70. Euh, C'était des gens qui se sont retrouvés autour d'une revue qui s'appelait Survivre et Vivre. À l'époque, c'était plutôt le Vietnam, la guerre froide, la bombe nucléaire, etc., etc. Bon, juste pour mentionner. Aujourd'hui, il y a aussi des gens, des chercheurs dans la communauté qui réfléchissent à toutes ces choses-là. Est-ce qu'on doit, comme je suis là, venir vous parler? Est-ce qu'on doit envoyer des lettres à M. Macron? Est-ce qu'on doit sortir dans la rue, s'enchaîner, faire de la désobéissance civile? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça en tant que chercheur? Est-ce que c'est notre devoir? Est-ce que voilà, toutes ces questions-là. Bon, il y a des gens, on s'est mis autour de la table, on a commencé à réfléchir à ces questions. Donc, par exemple, au CNRS, il y a ce qu'on appelle un comité d'éthique, et puis ce comité d'éthique a produit un rapport, enfin, ce qu'on appelle un avis, pour guider en fait la communauté de recherche sur l'engagement public. À l'IPSL, il n'y a pas si longtemps, il y a, c'est tout récent, cette année ou l'année dernière, un centre climat-société qui a été lancé, avec voilà, plein d'idées, voilà, plein de façons de voir les choses. Et puis moi, c'est un peu comme ça que j'ai été opéré par les organisatoristes. Au bout de ma deuxième année de thèse, j'ai participé, et je participe toujours à ce qu'on appelle l'écopolien. C'est un atelier d'écologie politique en Ile-de-France, où c'est des chercheurs-chercheuses qui, le pitch, c'est un peu ça, confronté à tous ces trucs-là qui nous tombent sur la figure, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on essaie de discuter entre gens des sciences naturelles, géologues, physiciens, etc., etc., et les gens des sciences humaines et sociales, euh, euh, voilà, ouais, économie, sociologie, anthropologie, histoire. Bon. Et puis quand même, on a l'idée on se dit quand même que c'est bien de partager les savoirs. Bon, juste pour mentionner ça. Peut-être juste pour lancer la discussion du coup, et après je vous passe les micros. J'aimerais insister une dernière fois sur une réflexion que vous êtes peut-être déjà faite, et au vu des développements récents, notamment sur la scène internationale, bon, au final, pourquoi on devrait s'intéresser à l'action du changement climatique? Pourquoi on lutte pour ça? Je vous ai montré tout à l'heure que tous les humains sur Terre n'avaient pas forcément contribué de la même façon. J'aurais pu vous montrer aussi, ça c'est par contre casquette scientifique, c'est largement établi, tous les humains sur Terre, pour ne parler que des humains, on peut avoir envie de parler des baleines, des plantes, des arbres, des montagnes, des lacs, ce que vous voulez, ne sont pas impactés de la même façon par le changement climatique. Si votre vie, votre histoire, votre futur, c'est sur une île dans le milieu du Pacifique, très proche du niveau de la mer, et que en 2100 on prévoit
quelques dizaines de centimètres de montée des eaux, suffisamment pour anéantir votre monde, vous êtes peut-être plus impacté que autre part. Bon. Et en fait, c'est pas si anodin que ça d'exposer, de présenter, d'être transparent sur ses valeurs, parce que on pourrait très bien se dire, au final, moi je me barricade, quoi, puis les autres sont impactés, moi je me réfugie, je m'assure par X ou Y méthode, choisissez la domination économique, l'exploitation, la domination militaire, enfin, que sais-je, la domination symbolique, d'avoir les pieds au chaud, quoi, pour les prochaines décennies, puis les autres, ouais. Bon, la réponse, elle tient à moitié, hein, parce que, comme je dit tout à l'heure, on est un peu tous dans le même bateau, et dans quelques décennies, ce genre de stratégie est pas sûr de porter tout à fait ses fruits. Enfin, quand même, on peut se poser la question, hein. Et c'est là que dire, ben, oui, moi, ça m'importe que ma façon d'habiter ce monde ne fait pas que le monde devient inhabitable pour des gens qui n'ont jamais rien demandé, quoi, pour aller très vite. Bon. Et alors, dernier mot. Ah, je vais passer là-dessus, mais on va peut-être en discuter. Faire des enfants forts, c'est mieux que de réparer des adultes cassés. Moi, c'est un peu mon message pour vous aujourd'hui. Alors, deux choses, et après je vous laisse le micro pour qu'on lit. La première, c'est syndrome d'Atlas. Vous n'avez pas apporté le monde sur vos épaules. Et puis, voilà, et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ces trucs-là sur la diapositive. Donc, Hubert Reeves, c'est un monsieur, j'ai pas révisé aussi, mais il a beaucoup œuvré pour tout ce qui est préservation de l'environnement, etc., qui est mort il n'y a pas si longtemps, et dont j'ai piqué une citation pour ma thèse. Moi, c'est ce qui, moi, un peu m'anime, quoi. Il dit il ne faut être ni optimiste, ni pessimiste, mais déterminé. Et le deuxième, c'est plus pour vous. Des gens qui font ce que je suis en train de faire là, il y en a eu par le passé, hein, il y en a encore. C'est en 2022 et c'est une prof euh, en Suisse qui est intervenue dans un lycée, d'ailleurs dans le lycée où elle avait fait sa scolarité, et qui est tombée de haut quand, après avoir fait toute cette présentation beaucoup plus académique que ce que je viens de faire là, sur le changement climatique, etc., s'est rendu compte que les étudiants, on n'a rien à foutre. Bah, c'est, bah, on nous rebat les oreilles avec tout ça. Bon. Eh ben, c'est un peu pour ça que je vous dis syndrome d'Atlas. Ça, c'est un peu votre ceinture de sécurité dans cette histoire. Et puis le reste, si on avait plus de temps, je peux vous donner quelques conseils. Enfin, j'aurais aimé partager des choses avec vous, mais promis, comme je vous ai promis, je vous laisse le micro et peut-être ça émergera. Merci. Vous parliez de l'objectif des 1,5 degrés. D'après vous, est-ce qu'on peut le tenir? Ou c'est infaisable? Je vais faire peut-être, c'est à la mode des sciences sociales. Les sciences humaines et sociales, je vais prendre 2-3 questions, puis je répondrai. Oui. Du coup, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire plus tard pour baisser ce réchauffement climatique, en fait? Je vais répéter la question, c'est du coup, à mon avis, qu'est-ce qu'on devrait faire plus tard pour baisser les émissions, enfin réduire les émissions? Faire face au changement climatique. On voulait savoir ce que tu penses sur le thème de la sobriété,
d'abord, et puis ensuite, on n'a pas parlé des guerres, les conséquences que peuvent avoir aussi le système dans lequel on vit au niveau mondial et les guerres. J'ai juste en haut, puis je vous passe le micro. Ah bah, il y en a un là. C'était pour savoir si, est-ce que pour faire baisser le taux de CO2, fallait arrêter d'utiliser ChatGPT ou pas? Ok. Donc là, je répète la question. Est-ce que pour faire baisser les émissions de CO2, il faut arrêter ChatGPT? Oui. Alors, je prends une dernière, puis après, on refera une salve. Bah, tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu impuissantes devant tout ça. Donc, quels sont les moyens de nous tous d'agir à différents niveaux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Oui, Donc, moi je peux. première salve. Oh, Non. Oui, je suis désolé, faux. Oui. Après, la prochaine salve. Alors, du coup, la première question, c'était 1,5 degré tenable ou pas. Donc, voilà, je vais répondre. Mon opinion personnelle, c'est que je pense pas. Honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un truc qui m'importe vraiment, quoi. Enfin, c'est-à-dire, dans la perspective pas optimiste, pas pessimiste, déterminée, quoi. Là, il faut agir, quoi. Donc, le plus tôt on s'arrête, mieux c'est, quoi. C'est un peu. On s'arrête d'augmenter la température, hein, je veux dire. Alors, ça, c'était tenable. Ensuite, il y avait quoi faire pour faire face. Ça se lie un petit peu à que faire face au sentiment d'impuissance, comment agir. Un petit peu une question un peu plus précise sur est-ce que si on utilise ChatGPT, on empire les choses. Puis il y a les questions sobriété et guerre. Je vais peut-être répondre à d'abord sentiment d'impuissance, action. Donc là, les transports que j'ai pas eu le temps de montrer, euh, c'était un peu pour dire intuitivement, enfin pour dire en gros, au final, puisqu'on parle de valeurs, et puisqu'on peut se retrouver face à des groupes sociaux qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, tout bêtement, par des gens qui soit parce qu'ils ont envie, parce qu'ils trouvent que c'est chouette, ou parce que ils se disent bon, de toute façon, moi, que m'importe, dans 20 ans je suis mort ou dans 50, et ils croient que la mort c'est la fin, enfin voilà, etc. Je dis bah au final, viens voir tout ça. Puis il y a d'autres gens qui vont dire bah non, moi c'est important quand même, j'aimerais bien que là où j'ai grandi, là où mes grands-parents ont grandi, puis aussi j'aimerais bien faire le cadeau à mes enfants de pouvoir aussi vivre quoi. C'est plutôt sympa en général. Vous voyez plutôt de quel côté je penche. Mais donc en fait, tous ces conflits de valeurs, ça nous ramène aux politiques. L'arène politique, c'est tout simplement des gens qui veulent des choses différentes, puis qui ne sont pas d'accord et essaient de se mettre d'accord ou ils se tapent dessus. Euh, Évidemment, on essaie de jamais en arriver là. Euh, donc voilà, et politique compris au sens large, c'est-à-dire se réunir dans un atelier d'écologie politique, c'est une façon d'agir, se sentir moins seul face à l'impuissance, de partager, un peu à la mode alcoolique anonyme, hein. D'une part, ça peut être, je sais pas, faire une association, essayer de monter un collectif, faire une ZAD, c'est une forme d'engagement politique, complètement factuel, neutre. Euh, et en plus, en fait, si vous vous mettez à réfléchir comme ça, en fait, il y a une chose que je voulais partager par rapport à ça, quand je voulais été au final une question politique. Alors, il y a des études qui montrent que, par exemple, dans les projets, quand on essaie de mettre des éoliennes, des panneaux solaires, etc., souvent, certains chercheurs se disent oh, mais les gens, ils ne peuvent jamais de tout ça, ils sont jamais contents, ils n'acceptent pas. L'acceptabilité. Et puis, quand même, il y a une idée qui commence à faire son bout de chemin que, en fait, quand il y a un projet politique derrière, voilà, on dit bah, moi je veux des panneaux solaires parce que c'est important pour moi que là où on habite c'est bien, j'ai pas envie d'émettre des émissions de CO2, puis ou d'autres choses. Enfin, je veux que ma commune elle gagne de l'argent. Enfin, et bien en fait ça marche quand même beaucoup mieux.
Donc pour vous dire l'importance, enfin voilà, c'est pas anodin. Hein. Bon, et puis si jamais vous commencez à rentrer dans les activités politiques, par X ou Y chemin, et là vous allez rendre compte que par endroit ça bloque. Il y a des conflits. Et puis il va falloir faire face. Et un peu moi le deuxième point dans lequel je crois profondément, c'est il faut retrouver de la force démocratique. Pas au sens des élections tous les 5 ans, quoi. Alors, vraiment l'idée de dire, plus on a une quantité de gens importante, plus le pouvoir est distribué parmi plein de gens, quoi, et plus on est susceptible de voir émerger des choses qui potentiellement iront dans la bonne direction, quoi. Mais si, mettons qu'on se trouve dans une situation, c'est un groupe de gens plus ou moins hétérogènes qui tiennent le pouvoir, et que vous n'avez pas, par exemple, pas le temps, vous n'êtes pas payé pour je sais pas, faire vous organiser, par exemple, monter une association pour réhabiliter une fontaine dans la région de Céré, par exemple, vous n'êtes pas payé pour ça. Et les gens qui sont payés pour débattre, mais c'est peut-être très bien, hein, politiquement, l'Assemblée nationale, par exemple, c'est peut-être très bien, mais en fait, c'est cette chose-là qu'il faut avoir en tête, quoi. Donc là, c'est un peu sur la question agir. Bah oui, on va commencer à agir et puis on va se retrouver face à des choses et puis on gagnera en culture politique. Alors, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils se battent. Hein. Parce que la vie, elle est belle pour certains d'entre nous, mais encore une fois, l'humanité, c'est très différencié. Hein. Voilà un peu pour l'action. Je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. Pour répondre très rapidement à ChatGPT, sur la question de ChatGPT, alors c'est un fait, utiliser l'intelligence artificielle générative, type ChatGPT, etc., ça demande beaucoup d'énergie. Bon, c'est de l'électricité plutôt, donc à la limite, on pourrait être rassuré, mais enfin, quand même, l'électricité dans le monde, pour l'instant, c'est très, ça émet beaucoup de CO2. Hein. Voilà. Mais en fait, il faut, comme pour beaucoup de questions, déplacer la focale, pas seulement sur, même si on s'intéresse que à l'aspect changement climatique, c'est pas qu'une question d'émission de CO2. C'est-à-dire, par exemple, qui maîtrise la technologie ChatGPT? Si on utilise une technologie que nous ne maîtrisons pas, et on en devient dépendant, plus ou moins, quoi, qu'on a habitué à utiliser, quelle marge de manœuvre politique on se donne quand les personnes qui maîtrisent la technologie disent allez vous faire voir, nous on continue à vivre comme on vit, et puis débrouillez-vous, par exemple. C'est dire, par exemple, est-ce que vraiment le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, ça va me permettre je sais pas, d'être plus efficace dans comment je réfléchis sur l'action du changement climatique? Volontairement, je réponds pas forcément aux questions, parce que ça demande du temps, etc. On peut s'y pencher. Il y a quand même des gens, il y a eu un manifeste récemment de la Técopole qui a été porté par la Técopole, donc c'est l'atelier d'écologie politique de Toulouse, qui disait l'IA tue. Un peu comme fumer tue, vous savez? L'IA générative. En lisant le texte, ça paraît tout à fait sensé. Hein. Je peux vous donner le lien. Enfin bref, ça c'est plutôt opinion personnelle, mais vous voyez, c'est ce genre de raisonnement qu'il faut avoir quand on se pose ce genre de questions. Et peut-être rapidement pour permettre une deuxième salve très rapide sur la question sobriété, guerre, etc. C'est un peu la même question. La sobriété, c'est intéressant parce que du coup, on déplace la focale de la pensée optimisation économique, croissance, cette espèce de ce que certaines personnes considèrent comme des lois sociales, etc., qui font que ça qui nous apporte la prospérité, etc. Et on déplace plutôt la focale sur, en fait, de quoi a-t-on vraiment besoin, quoi. Donc,
Et puis clairement, c'est quelque chose qui commence à émerger. Ça n'a pas été considéré depuis, bon, allez, ça aurait pu être considéré bien plus tôt, quoi. Pris en compte, en tout cas, ou exploré dans la communauté climat qui travaille avec les économistes, etc. Mais voilà, on est dans une société en tant que chercheur. Et puis guerre, bon, je sais pas. En général, quand on sur la question guerre environnementale, quand on en vient à être engagé dans une guerre, on observe c'est que il n'y a plus rien qui est important, quoi. Donc, autre que le fait de s'en sortir, quoi. Et du coup, on n'a pas trop le temps de penser si est-ce que le joli arbre dans mon jardin, je laisse pousser pour mes enfants, quoi. Ce qui s'est passé par exemple en 14-18, moi en prépa, j'ai dû lire, c'était un plaisir, Le Feu de Henri Barbus qui parle de la guerre de 14. Les gens ont brûlé leurs meubles. Il n'y avait plus de forêt, bon, à cause des obus aussi, mais voilà, c'est clairement pour les forêts du nord de la France, c'est pas. Et les gens qui en dépendaient. Donc, voilà. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire une deuxième salle de 3 questions? Il y en avait une très urgente ici. Voilà, moi, c'est juste une question très personnelle. Quel est votre ressenti par rapport à l'énormité de ce travail qui est fait par vous, vos collègues, par le GIEC, etc. Et puis le lien qui est fait avec le politique, qui finalement s'assoit dessus très souvent, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... comment vous ressentez ça? Est-ce par moment, une forme de découragement ou je sais pas. Et puis aussi, le manque de pédagogie, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des jeunes par rapport à l'utilisation des téléphones, d'internet, etc., etc. Il y a pas de prévention en fait. Oui. Je veux une question, juste. Parce que si. Ah, 2. Bon. 2 minutes. Ok, 2 minutes. Très rapidement. Alors, moi, je suis un peu primo-arrivant dans la communauté climat. Donc voilà, moi, j'ai fait plutôt un sciences de la Terre, et puis je suis rentré par la thèse, et puis là, je commence à connaître les collègues, etc. Il y a des gens qui sont au front depuis 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir plus. Je comprends complètement qu'on puisse être fatigué, découragé, etc. Moi, du coup, c'est pas mon cas, parce que, bon, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, mais quand même, voilà, il y a des raisons d'espérer. Vous tous là, notamment. Sur l'aspect pédagogique, je pense qu'on pourrait discuter pendant longtemps, mais on peut peut-être s'arrêter là.